Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis accompagné de Clément. Donc salut Clément, merci, merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à toi. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale où on va parler en fait de business, de montres et d'investissement. Voilà, le sujet des montres c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, etc. Et je vois qu'il y a pas mal de questions qui reviennent souvent au niveau des investissements, quels sont les modèles choisir au début et tout ça. Donc on va discuter de tout ça avec Clément, ça va être un petit peu une vidéo de discussion entre nous deux, où je vais aussi apprendre un petit peu plus à te connaître sur ton parcours et tout ça, et au moins on fait profiter la communauté à ce niveau-là aussi. Donc si tu peux commencer à te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça fait que tu t'intéresses aux montres, etc. etc. quoi. Clément, 23 ans, on a le même âge. C'est ça, ouais. Alors je suis toujours en études, je suis actuellement en stage de dernière année de master, tu vois. Et si tu veux, en fait, j'ai commencé avec un baccalauréat professionnel dans l'électrotechnique, donc tout ce qui est lié à l'électricité et tout. C'est parce qu'on m'a dit que j'avais pas le niveau pour passer en seconde générale. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, je suis parti dans ce bac pro, ensuite BTS, ensuite je suis passé dans une école de management, etc. Et encore l'année dernière, j'étais en énergie. C'est vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai fait le switch. Et si tu veux, ma passion pour les montres est arrivée quand j'étais en stage. J'étais en stage à l'Assemblée nationale, mais j'étais dans le service technique. Et en fait, il se trouvait que mon tuteur avait une Rolex Submariner. Je crois que la référence c'était une 16610. Et comme je connaissais rien à l'horlogerie, je détestais Rolex. Pour moi, Rolex c'était la montre bling bling avec des diamants que les rappeurs portaient et tout. Enfin, c'était pas une marque que j'appréciais en fait. C'est vrai que c'est l'image que beaucoup de gens se font d'ailleurs de Rolex. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, j'entends souvent aussi parler de ça, de la même réflexion que toi tu as eu quoi. C'est ça, et donc ça c'était il y a quelques années. Et de fil en aiguille, il va commencer à me transmettre cette passion. Parce que lui, du coup, il était passionné depuis pas mal de temps, mais cette Rolex Submariner, on lui avait offerte pour son mariage. Et donc, en fait, il va me parler de sa Submariner comme un véritable objet, mais comme quelque chose qui lui tient énormément à cœur, mais parce que déjà, c'est la montre de son mariage. Certes, c'est une très belle montre, etc. Et donc, de fil en aiguille, il va vraiment me donner cette passion. Et puis, je me souviens même le soir même, j'ai commencé à me renseigner sur la marque. Sur son histoire, à en savoir un peu plus. Et j'ai envie de dire que c'est comme ça qu'en fait la passion est venue. Alors, comment j'ai lancé ma chaîne YouTube? Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop lire. Donc, tout le contenu que j'apprends, c'est soit des vidéos… Ouais, moi, c'est pareil, ouais. Voilà, soit des vidéos, soit des podcasts. Et c'est vrai que quand je commençais à me renseigner sur l'horlogerie, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien, quoi, en fait. Mais il n'y avait que des articles par-ci, par-là. Et encore. Je me suis dit, quoi de mieux qu'apprendre? Enfin, quoi de mieux pour apprendre que de retransmettre ce que j'apprends. À fond, exactement, ouais. C'est comme ça qu'en fait, je me suis lancé sur YouTube et puis que j'en suis là. Ok, écoute, super intéressant. C'est vrai que comme tu dis, on en discutait justement avant de faire cette vidéo, c'est que moi quand je me suis lancé sur YouTube, dans la niche vraiment du e-commerce, dropshipping, etc., des vidéos sur des montres, j'en voyais nulle part en fait. Aujourd'hui, je vais sur mon fil d'actualité YouTube, sur la page d'accueil, tu vois plein de vidéos, il y a toi qui maintenant en fais, tu commences à avoir quand même une belle notoriété parce que finalement c'est quand même quelque chose de fort niché, la montre de base. Tu as des influenceurs, on en parlait aussi comme GMK qui maintenant ont lancé leur chaîne de montres. Et donc je veux dire, le milieu de l'horlogerie de manière générale devient de plus en plus mainstream, comme un petit peu le milieu de l'automobile, et on voit de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux montres, alors qu'il y a 4 ans, les montres ne leur parlaient pas du tout. J'en fais d'ailleurs partie, où c'était pas non plus un domaine qui m'intéressait, même si je m'y intéressais. Donc voilà, c'est super cool que tu fasses ce genre de vidéo-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, est-ce que tu peux expliquer la transition en fait, que tu as eue? Parce que je me souviens qu'au tout début, moi, quand je regardais ta chaîne, il était marqué, donc toi, ta chaîne s'appelle Clément Entretemps maintenant et avant, ça s'appelait Clément Entreprend. Alors pourquoi est-ce que tu es passé de Clément Entreprend, qui était, j'imagine, lié au business, à aujourd'hui Clément Entretemps qui est lié au monde de l'horlogerie quoi? Tout à fait, c'est parce qu'en fait, quand j'étais dans mes années bac, j'ai commencé à me renseigner sur le développement personnel, le business en ligne. Donc c'est un peu comme ça que je t'ai connu d'ailleurs, où je suis tes longues vidéos formation Shopify sur YouTube et tout, qui m'ont beaucoup servi parce que j'ai lancé 2 shops. Ok. Bon, mais que j'ai pu maintenant pour des raisons. Donc ça c'était il y a déjà quelques années quoi. Il y a 4-5 ans, vraiment au tout début quand je m'étais lancé aussi sur YouTube quoi. Tout à fait. J'avais cette vision en fait d'aller chercher mon argent par mes propres moyens. Un peu comme toi. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu au business en ligne, etc. Bon après, mais c'est vrai que l'horlogerie est venue vraiment comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, le Clément Entreprend, je me suis dit ok, je vais parler de montres, mais j'ai envie de parler d'autres choses. C'est ça. Comme de marketing, comme de business, etc.
Mais bon, après, au fur et à mesure du temps, bah, c'est passé à entre-temps. Bah, d'ailleurs, c'est un ami qui m'a fait cette proposition. Mais j'étais en train de me casser la tête, mais sur le nom, bon, il faut que je trouve un nom, mais il ne faut pas trop le changer, etc. Et donc, il m'a dit entre-temps, parce que bah, maintenant, je parle que de montres. C'est ça, ouais, c'est vraiment pas mal la transition. Et je pense que tu as bien fait aussi de te diriger dans cette niche-là parce que ça t'ouvre aussi d'autres opportunités. Hein, Complètement. Qu'on voit sur ta chaîne YouTube, etc. Tu as pu rencontrer aussi des personnes quand même, je veux dire, incroyables, comme Biver par exemple. Complètement. Qui ne fait pas partie, qui fait pas partie de ma famille, mais c'est vrai que pour rencontrer des personnes comme ça qui ont monté Hublot, je veux dire, à des sommets, je veux dire, c'est pas tous les jours que tu rencontres des gens comme ça et tu as pu le faire justement grâce à ta passion de l'horlogerie, grâce aux montres. Donc bien évidemment, je mettrai ta chaîne YouTube dans la description pour les personnes qui veulent aller voir. N'hésitez pas à aller voir tes vidéos parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Tu parles de pas mal de marques comme Richard Mille, Rolex, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et tu t'as fait des interviews aussi pas mal intéressantes. Du coup, maintenant, pour revenir un petit peu sur le milieu de la montre, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas mais qui veut s'y mettre, moi je reçois beaucoup de questions. Encore pas plus tard qu'hier, je crois qu'il y a 3 personnes qui m'ont envoyé pratiquement la même question et qui m'ont dit j'ai envie de commencer à investir dans les montres, notamment dans une Rolex. Je commence par où en fait? Est-ce que je vais voir par exemple quelqu'un qui revend des montres sur le marché gris, donc qui ne sort pas d'une boutique officielle, ou bien est-ce que je vais voir une boutique officielle? Quel modèle je prends? Ce serait quoi vraiment les conseils que tu donnerais à ces personnes-là qui m'ont posé ces questions, quoi? Bien sûr. Après, déjà, mais il faut voir déjà la montre, mais comme une passion. Certes, ok, il y a l'investissement qui est cool et depuis quelques années, mais c'est vrai qu'on voit une montée en puissance, mais que ça soit sur le marché du vintage, sur le marché gris. Et c'est vrai que, mais il faut d'abord voir ça, mais comme une passion. C'est vrai qu'on sait très bien que la grande majorité des modèles professionnels ne sont pas disponibles en boutique. C'est sur liste d'attente ou sur liste de souhait. Il faut déjà être client, il faut déjà avoir un certain historique d'achat pour prétendre à certains modèles, mais notamment les plus recherchés comme la Submariner, la GMT ou encore la Daytona. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui se lance comme ça, trouver une Rolex en boutique va être très compliqué. Je ne dis pas que c'est pas possible, parce que moi, ma toute première Rolex, c'était une Rolex Submariner, mais c'était une 114-060, celle sans la date. Et pourtant, je n'étais pas client, et bon, mais je l'ai eu en 3 mois. Ok, ouais, pas mal quand même. Ouais, mais c'est vrai que c'était quand même assez dur. Certes, le marché gris, les prix sont hauts, mais on peut voir ces dernières années que les cotes se soutiennent. Donc, chaque année, on voit que ce modèle-là a pris un peu plus en valeur, que ce modèle-là a pris un peu plus en valeur, etc. Et aussi la particularité, c'est que si on a un modèle qui est encore commercialisé au catalogue de la marque, et si jamais ce modèle-là est remplacé, comme on a vu par exemple, la Starbuck a été remplacée par la Hulk. C'est ça. Parce que ça faisait 10 ans qu'elle était au catalogue. Et ce qui s'est passé pour le modèle Hulk, par exemple, c'est que dès qu'il y a eu des rumeurs sur le fait que Rolex allait arrêter la production, ça a monté direct, quoi. Ça a monté direct. Donc, c'est vrai que le mieux, ça serait d'acheter une montre qui est encore disponible au catalogue et de la garder, quoi. Enfin, de la porter. C'est ça, mais je rebondis juste sur un truc que tu as dit au début, et ça je suis 100% d'accord avec toi, c'est qu'au début, achetez vraiment une montre parce qu'elle vous plaît et ne réfléchissez pas à 100% en termes d'investissement. Je vais prendre un exemple tout bête, je connais des gens qui ont plein d'immobilier, qui vont avoir 50 appartements, 100 appartements. Et ces gens-là ont toujours investi leur argent vraiment toujours en pensant à investissement à fond. Et à côté de ça, ils roulent dans une petite voiture, ils n'ont pas spécialement de belles montres. Alors je ne critique absolument pas parce que ça va vraiment dépendre de chacun. Mais ces gens-là me le disent, je ne suis pas heureux dans ma vie en fait. Parce que toute ma vie, j'ai couru derrière l'argent pour investir cet argent-là pour après que j'ai de l'argent, des rentes passives, etc. Et au final, je me rends compte que je ne me suis jamais fait plaisir. J'aurais peut-être dû acheter 10 appartements de moins, même acheter une belle montre ou m'acheter une belle voiture, etc. Et là, aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont 60 ans et elles sont occupées un petit peu de regretter. Donc, encore une fois, je ne critique pas, ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a qui vont être très heureux en ne faisant que des investissements. En tout cas, de mon point de vue, et qui est le tien aussi, c'est vraiment dans les montres. Bien évidemment, il y a toujours la réponse à investissement on va réfléchir inconsciemment, mais faites-vous kiffer, quoi. C'est vraiment un produit pour moi qu'on va porter au quotidien. Et si on n'aime pas le produit et qu'on va le porter au quotidien, pour moi, il y a un mismatch qui fait que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment prendre une montre qui va vous plaire à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi, la première que j'avais achetée, c'est donc la Datejust ici. Cette montre-ci. Est très sympa. Hein. Je n'y connaissais rien en investissement en montre. Je ne savais même pas qu'une montre pouvait prendre de la valeur. Et je l'ai achetée vraiment parce que ça a été un coup de cœur. Donc, ça, je te rejoins. Achetez une montre qui vous fait kiffer dans un premier temps. C'est ça. Avant tout, une montre qui vous plaît. Et après, pourquoi pas penser à l'investissement. Exactement, ouais.
Exactement. Mais c'est vrai qu'aussi le problème en fait des boutiques maintenant, mais c'est qu'en fait comme certains modèles ont pris énormément d'ampleur et qu'on sait que dès qu'on a justement par exemple une Daytona, mais la référence 116 500 LN mais cadran blanc, tu vois, mais qui est vendue à 12 400 € en boutique. À fond. Et que si on l'a, on peut la revendre le jour même à plus de 30 000 €. À fond, c'est un truc de fou quoi. Certes, c'est un truc de fou, mais ce qui fait que ça a attiré beaucoup de gens qui étaient là seulement pour faire du profit. Exact, ouais. Et ce qui fait que les boutiques officielles, enfin les détaillants officiels Rolex se sont retrouvés avec ces personnes-là sur les listes d'attente. Et ce qui fait qu'un passionné a un peu plus de mal, même voire beaucoup plus de mal, à trouver ce type de modèle. C'est ça. Est-ce que tu penses que, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup plus en fait, tu as une demande qui est énorme autour des Rolex, et finalement ils peuvent pas en produire plus, parce que sinon ils dénigreraient peut-être un petit peu la qualité sur certains modèles, etc. Est-ce que tu penses que ça va faire que s'empirer ça, ou est-ce que tu penses qu'ils vont trouver une solution miracle pour justement combattre ça? Parce que moi, de mon point de vue, en voyant comme c'est parti, on en parlait juste avant, le monde de l'horlogerie devient de plus en plus mainstream. La première marque qu'on voit généralement en première ligne de mire, c'est Rolex. Et j'ai l'impression que ça ne va pas aller en mieux, au contraire, ça va aller en pire. Et donc, du coup, si ça va en pire, ça veut dire que les prix sur le marché gris vont faire encore qu'augmenter. Je voulais avoir ton avis justement là-dessus. Justement, avant de venir dans le train, j'étais en train de lire un rapport, le rapport annuel de Morgan Stanley. Et il se trouve que Rolex, pendant la crise, a pris des parts de marché parce qu'avant, le premier groupe qui vendait le plus de montres, mais c'était le Swatch Group de mémoire. Et maintenant, c'est Rolex, avec la montée en puissance aussi de la marque Tudor, qui appartient d'ailleurs à Rolex. Mais je pense que Rolex ne vont pas produire plus. Ils contrôlent leur marché, ils contrôlent la demande et tout. Et bon, mais on sait que dans le monde, il y a de plus en plus de gens riches, de plus en plus de gens qui ont les moyens de se payer ce type de montre. Et Rolex n'a aucun intérêt à produire plus. Déjà, oui, ça peut aussi dénigrer l'image de marque, mais aussi ce qu'il faut savoir, et ça très peu de personnes le savent, c'est que Rolex détient un énorme parc immobilier en Suisse. Ce qui fait que avoir plus de profit, ça les intéresse pas en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc pour moi, la production va se stagner aux alentours des 1 million de pièces par an, même si ce ne sont que des estimations parce que Rolex est détenu par une fondation. Et donc, mais c'est vrai que c'est très opaque. Mais pour moi, Rolex ne va pas surproduire. Ok, mais du coup, est-ce que ça veut dire, de ton point de vue, est-ce que tu penses que Rolex pourrait devenir, on va dire que ça c'est une marque de montre star, entre guillemets, est-ce que tu penses que ça peut devenir une marque de montre superstar? Je les qualifie comme ça, c'est moi qui donne ce nom-là. Et arriver finalement au même piédestal un petit peu que par exemple Audemars Piguet ou Patek, qui pour moi sont quand même des marques encore un step au-dessus de Rolex, de mon point de vue, pour la plupart des modèles, même s'il y a des modèles Rolex qui sont à un certain prix aussi. Et du coup, est-ce que tu penses que, vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent, qu'eux vont maintenir leur production, comme tu dis, à autant d'exemplaires par an, est-ce que tu penses que ça va pas justement entraîner des prix qui vont exploser et qui du coup vont se positionner à côté de ces marques-là? Ah si, ça c'est clair. Après, je pense que Rolex, comparé à Patek Philippe ou à Audemars Piguet, mais c'est un marché un peu différent. Parce que Audemars Piguet et Patek Philippe, ça va vraiment être des petites manufactures, certes, où tout le monde en parle, notamment avec la Nautilus et la Royal Oak. Mais déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités de production. De mémoire, il me semble qu'on doit être aux alentours des 50 000 pièces. Ça reste à confirmer, mais on est aux alentours des 50 000 pièces à l'année. Donc, mais ça n'a rien à voir. Alors que Rolex, on est quand même à plus d'1 million de pièces. On est à 1 million de pièces par an. Et c'est vrai que Rolex fait très peu de complications, même si on sait qu'ils en font avec le modèle Skydweller, etc. Alors que Patek et Audemars, ils vont faire des quantièmes, ils vont faire des phases de lune. D'un point de vue complication, on va avoir bien plus de choix que sur Rolex. Rolex est plus vu, si tu veux, comme une industrie, même si ce n'en est pas une. Et Patek Philippe et Audemars Piguet va plus être vu comme un travail vraiment minutieux, etc. C'est ça, et de toute façon, la fonction de la montre de base, je vais dire, n'est pas du tout la même. On peut voir qu'une Rolex, c'est beaucoup plus lié à la robustesse qu'on va pouvoir utiliser dans son métier de tous les jours. C'est pour ça que c'est les montres des plongeurs, des aviateurs, etc. C'est ça. Que avec une Audemars ou une Patek, j'oserais pas aller dans la mer avec. Qu'avec une Rolex, tu peux y aller, mais les yeux fermés. Les yeux fermés, Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà fait tomber plusieurs fois, je me souviens à ma Datejust, il n'y a pas eu un seul problème. Ils ont même revérifié si le mouvement fonctionnait toujours comme à son premier jour, mais il n'y a eu rien du tout. Je pense que si j'avais peut-être fait tomber plusieurs reprises une Audemars ou une Patek, je pense que j'aurais peut-être pleuré à ce niveau-là. Complètement. C'est vrai que les montres de ce type de manufacture est beaucoup plus fragile qu'une Rolex, parce que c'est vrai que Rolex, depuis de nombreuses années, c'est la montre robuste,
la montre qui résiste à toute épreuve et qu'on peut garder énormément de temps, quoi. C'est ça, exactement. Maintenant, moi, je voulais te poser des questions sur une marque, comment dire, qui m'attire beaucoup, mais où c'est encore fort flou dans ma tête. J'en ai parlé juste avant. C'est la marque Richard Mille. Ouais. Ça, je veux dire, pour moi, ça, c'est voilà, mes objectifs d'avoir une Richard Mille. Pourtant, c'est la marque dans laquelle je m'y connais le moins, mais elle m'attire à fond. J'adore ce genre de montres-là, elles ont l'air super confortables. J'en ai jamais essayé. Du coup, je voulais un petit peu te poser des questions là-dessus et qu'on en discute ensemble. Déjà, toi, ton point de vue par rapport à cette marque-là, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu en penses concrètement de cette marque-là qui aujourd'hui, en l'espace de. C'est quoi en l'espace de. Il a été créé en 2001. C'est ça, voilà. Donc, je veux dire, en l'espace de 10-20 ans, qui est devenu une marque vraiment incroyable, quoi. Oui, moi, ce que j'en pense, c'est que j'adore ce qu'il fait. Je trouve que quand il est arrivé dans le marché, déjà, mais ça se faisait pas. Mais c'est vrai qu'il est arrivé avec une montre résistante, mais résistante à toute épreuve, mais justement, on a une anecdote où il venait et il lançait sa montre par terre pour justement dire regardez, ma montre est solide, mais derrière, il la vendait à plus de 100 000 euros au début, mais Richard Mille, mais ça marchait pas. Dans la grande majorité des montres, en fait, on les retrouvait moins chères que leur prix boutique. C'est ça. Et puis après, il y a eu tout un engouement, une stratégie marketing aussi qui a été très performante. Ça, il n'y a pas photo, où on a vu beaucoup de sportifs, beaucoup de partenariats aussi avec des artistes, que ce soit dans tous les sports ou même mais des artistes, des vrais artistes, quoi. C'est ça, des chanteurs, etc. Voilà, même des peintres. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit vraiment un énorme engouement sur la marque. Et si on cherche une Richard Mille en boutique, c'est introuvable. Mais pour m'être rendu justement dans la boutique à Paris, les vitrines sont vides. Mais réellement, mais il n'y a aucun modèle. C'est ça, même juste pour les montrer. Pour les montrer, tu vas avoir. Allez, la fois où j'y suis allé, mais il n'y avait que 2 modèles d'exposés. Ok. Voilà. Ouais. Alors qu'avant le Covid, j'y étais allé, mais toutes les vitrines étaient remplies avec mes différents modèles, etc. Mais là, il y a vraiment. C'est dingue, quoi. Ouais. Il y a eu un engouement pour cette marque d'un coup, tout comme toi, mais c'est vrai que j'apprécie énormément la marque, le concept. Et c'est vrai que un jour, j'en aurai une. C'est sûr. Ok, écoute, nickel pour ça. Et maintenant, pour revenir un petit peu aux questions que les gens me posaient, etc. Je sais que toi, à ton poignet, tu as une Tissot. Ouais, qui est une super marque. D'ailleurs, j'en ai déjà acheté aussi, pas pour moi, mais pour offrir notamment à mon père qui aime bien les montres aussi. Je voulais un petit peu avoir maintenant ton avis, si maintenant tu as un budget, on va dire, de 1 000 euros, tu te dirigerais vers quelle marque et pourquoi en fait? Quelle marque? Si on reste sur les montres neuves, Tissot PRX automatique, ça, il n'y a pas photo, je crois qu'on est à 650 euros. Et puis même Tissot, mais c'est quand même une marque reconnue, un mouvement automatique avec 80 heures de réserve de marche. Voilà. Bon, là, j'ai la version à quartz qui est très sympa, où justement, il y a une petite différence au niveau du cadran, etc. Mais pour 1 000 euros, ouais, soit prendre cette montre-là, ou sinon aller chez Seiko aussi, qui est très bien. Ou même après, mais il y a des micro-marques aussi, mais qui sont très bien. Je pense notamment à Baltic, à Yema. Et après, sinon, on peut aller sur des pièces vintage, mais j'ai envie de dire, mais des anciennes montres Tissot, ou même des anciennes Omega, mais qu'on peut trouver dans certains cas à moins de 1 000 euros. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Mais si on veut si on veut rester sur du neuf, moi j'aurais dit Tissot PRX. C'est ça, ouais. J'ai un petit peu du mal avec toi. C'est vrai que Tissot, d'ailleurs, c'est le côté au poignet. Franchement, elle est vraiment canon. Enfin, le bracelet, moi, je suis vraiment fan. Il est incroyable, je trouve. Donc, mais c'est vrai qu'ils font du très, très, très bon boulot. Ils sont là aussi depuis plusieurs années. Donc, écoute, merci pour ta réponse à ce niveau-là. Et moi, ce que je voulais te demander aussi, parce que je sais que toi, tu es passionné de montres, tu fais pas mal de vidéos là-dessus, etc. Et donc, naturellement, tu es amené à rencontrer des entrepreneurs donc, qui ont des business en ligne, etc. Des business en ligne, mais des business physiques aussi, qui sont passionnés de montres, qui achètent leurs montres. Pour toi, pour parler un petit peu maintenant plus de business, etc., c'est quoi, en discutant avec des entrepreneurs, etc., c'est quoi le point commun que toutes ces personnes-là ont, que tu as pu rencontrer justement à travers le monde de la montre en fait? Le premier point, mais je dirais, c'est qu'ils n'ont pas peur du changement. C'est que pour beaucoup, certains avaient des fois des situations stables, très bien payées, etc. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est de se lancer, quoi. On tombe d'un monde qu'on connaît à un monde qu'on ne connaît pas du tout, où il faut tout faire, il faut tout apprendre, tout développer. Et donc, c'est cette peur du changement que beaucoup de personnes n'est pas capable de faire. Enfin, c'est parce que, mais c'est vrai, mais c'est quand même quelque chose d'assez dur. Et aussi, le travail, quoi. C'est vrai, mais qui travaillait dur, souvent, et personne compte ses horaires, quoi. Genre, samedi, dimanche, on peut bosser, mais comme le lundi, on peut ne pas travailler. Enfin, c'est vraiment en fonction de la personne, de ses envies et de son travail, quoi. C'est ça, voilà, ouais. C'est beaucoup de travail, toujours. C'est ça finalement la clé de la réussite, du succès.
Et justement, parlant maintenant, ben voilà, que je viens de parler un petit peu de business, etc. Toi qui avais lancé ta chaîne YouTube dans un premier temps, dans tout ce qui était lié à l'entrepreneuriat, Ouais. tu te vois où là dans plusieurs années? Est-ce que tu te vois toujours dans la niche de la montre à fond et alors, je sais pas, vivre un petit peu de ça en étant contacté par des marques ou des trucs comme ça? Ou bien est-ce que tu te vois vraiment développer un business aussi qui n'a peut-être rien à voir avec la montre En parallèle? en parallèle, voilà. Tu peux Ouais. un petit peu expliquer comment tu vois dans les prochaines années? Parce que là, tu Bien es sûr. en stage, tu m'avais dit? Ouais. Tu es en Là, stage je dans suis ta en stage. propre entreprise, donc tu peux aussi Ouais, parler de ça ouais. et comment tu vois C'est la vrai. suite juste après, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, je suis en stage dans ma propre entreprise parce que du coup, j'ai dû créer une SAS parce que j'ai une autre activité où là, je vends des bracelets de montre, Ok. mais pas que. Bon, mais l'école au début n'était pas très partant. Mhm. Bah, parce que bon, mais quand tu dis qu'on fait un stage dans ta société, C'est ça, quoi. c'est un peu bancal, À bateau. fond. Mais bon, je leur ai montré que c'était solide, que c'était sérieux, et bon, après, ils ont fini par accepter, donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que là, je suis dans une phase où je sais pas trop, mais j'hésite entre vraiment développer la partie horlogerie Mhm. et vraiment faire ça à fond et à 100%, ou trouver une autre niche, comme je sais que l'art et la mode m'attirent beaucoup, Ouais. où justement, mais j'aimerais bien faire un mix entre les deux, Mhm. ou soit switcher et être un peu moins dans l'horlogerie et être un peu plus sur ce projet. Ok, ok. Ouais, ce projet-là que tu parles d'art et mode, finalement, c'est quand même étroitement lié au milieu de la montre. À l'horlogerie, ouais. C'est un petit peu, je vais pas dire c'est la même Complètement. chose, mais c'est comme l'automobile aussi. Ouais, c'est ça. Tout se lie un petit peu Ouais, ça, à c'est ce un- niveau-là, quoi. Ouais, ça, c'est un peu dans la continuité. On sait très bien que quand, généralement, les gens qui aiment bien les belles montres aiment bien aussi les belles voitures, l'art, un peu la mode aussi. C'est ça. Maintenant, moi, Etc. j'ai encore deux petites questions qui sont vraiment spécifiques aux montres. Ouais. Déjà, une question un peu plus personnelle, c'est quoi la plus belle montre que tu as eue en main dans ta vie jusqu'à présent, quoi? La plus belle montre que j'ai eue en main, alors, la plus belle ou la plus chère? La plus belle et puis la plus chère. Ok. La plus belle pour toi, hein, du coup. La plus belle pour moi. La plus belle pour moi, c'était une Royal Oak Quantième Perpétuelle squelette Mhm. qui est magnifique. Mm. Ouais. Mhm. Squelette céramique noire. Ok. Et ça, c'est ouais. qui est, C'est incroyable, qui est- ouais, qui est vraiment incroyable. À fond. Et pour le coup, c'est la montre de mes rêves avec l'ARM 027 Ok. de Nadal et tout. Ouais, non, C'est ça. Ok. Ouais, non, mais je vois laquelle, je la mettrai en photo justement ici dans la vidéo, mais c'est vrai qu'elle est juste incroyable celle-là. Et pour la RM027 de Nadal, elle est incroyable. En termes de poids, je pense elle est à combien encore? Elle est à. Elle est aux alentours des 18-20 grammes. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Ouais, non, un mais truc de fou, quoi. mais c'est très léger. Mais c'est qu'en fait, par exemple, mais comme Rolex ou comme mes différentes marques, on a dans notre tête, plus une montre va être lourde, plus elle va être chère. Mhm. Alors que Richard Mille, c'est tout l'inverse. C'est ça. Là, c'est plus elle est légère et plus elle coûte cher. En fait. Ouais, mais Richard Mille, c'est incroyable parce qu'ils sont arrivés, on peut dire, ils ont vraiment disrupté un marché. Ils ont C'est ça. vraiment fait C'est un sens inverse de ce que tout le monde faisait. Et c'est parfois comme ça qu'une marque peut réussir vraiment à se hisser au-dessus des autres Complètement. et à tout exploser. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. Et même, je trouve que Richard Mille a ouvert un marché parce qu'après 2001, mais justement, on a vu plein d'indépendants se lancer avec des montres de plus en plus compliquées, de plus en plus sophistiquées. Donc, mais ça, c'est vraiment cool. À fond, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc maintenant, quelle est la montre la plus chère que tu as pu avoir en main? Alors, mais la montre la plus chère, c'était une Rolex Daytona, c'était une 6241. Donc là, on est sur du vintage et la particularité, c'est qu'elle avait son écriture rouge, mais, un rouge très particulier. Mais cette montre-là, en fait, il n'en existe que 3 ou 4 dans le monde. Et en fait, c'est un défaut de fabrication de l'époque. En fait. Ouais. Et ça, du coup, en termes de prix, t'étais à combien là-dessus? Je crois qu'on dépassait les 3 millions. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, donc, incroyable. Là, après, bon, là, mais c'est un autre marché. Hein. Mais le marché du vintage, où mais certains modèles dépassent le million. Pas tous. Et c'est qu'une infime partie qui font des prix stratosphériques. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, mais ça reste abordable. Ouais, c'est ça. J'ai encore deux petites questions pour toi. La première, c'est si aujourd'hui tu dois te constituer une collection de 5 montres. On va pas prendre les montres qui dépassent non plus des prix exorbitants, mais dans des prix raisonnables. Donc quand je parle de prix raisonnables, même si c'est déjà des prix très chers, mais je veux dire, on va se fixer une limite par exemple de 25 000 € prix boutique. Par montre? Par montre, c'est ça. Ok. Si tu ferais une collection de 5 montres, tu prendrais lesquelles du coup? Pour commencer, je prendrais une Omega Speedmaster. Mhm. Parce que c'est quand même C'est le ça. modèle emblématique de la maison
Omega. Après, si on peut, une Rolex Daytona, parce que Bien sûr, ouais. voilà, c'est le classique, la Daytona. Aussi, ouais. Après, j'irai chez Tudor, tu vois, où je me prendrai une Tudor Black Bay, la 58, mais la Navy Blue, Ouais. qui est très très sympa avec son cadre en bleu. D'ailleurs, mais j'hésite fortement à me l'acheter. Mais sinon, ouais, après, j'irai cette fois-ci sur du vintage, où là, je me prendrai une Breitling Navitimer. Ok. Où justement, mais les Navitimer vintage sont très sympas. Très très sympas. Et donc là, il y en a 4. Donc une dernière. Je resterai chez Rolex, GMT, Ouais, Batman. c'est ça, ouais. Non, moi je préfère la Pepsi, Ok. mais sur bracelet Oyster. Tu Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Ouais. J'aime Elle est vraiment j'aime sympa. beaucoup aussi. Ouais. D'ailleurs, j'ai parfois hésité aussi à changer de bracelet, mais c'est vrai que Tu peux. c'est vrai qu'il Tu est, peux. il est vraiment pas mal celui-là. Ok, merci. Et pour finir, je t'avais posé la question, si tu avais 1000 euros, t'achèterais quelle montre? Maintenant, je vais te poser une dernière question. Si maintenant tu avais un budget de 5000 euros, ce serait quoi le modèle que tu achèterais absolument, quoi? Le modèle que j'achèterais absolument en ce moment, c'est la Tudor Black Bay 58. Ok. Ouais, qui est top, enfin, où justement on a la qualité Rolex, mais pour beaucoup moins cher. Et qui est trouvable facilement, entre guillemets. C'est ça, ok. Ok, écoute, merci Clément pour cette interview discussion. Merci Entre à nous toi. deux, on a parlé de montres, un petit peu d'investissement, de business. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc moi, je mettrai ton Instagram dans la description, Avec dans plaisir. la vidéo aussi, ta chaîne YouTube aussi. Mon Instagram aussi dans la description comme d'habitude. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.